il y a quand même quelque chose de fondamental dans l'alchimie, c'est qu'il y a une notion d'altruisme qui est excessivement importante. Il y a plusieurs types d'alchimistes. Il y a celui qui travaille tout seul, et qui dit, moi, je veux rien raconter à personne. Et je veux faire de l'or. Non, pas forcément. Un vrai alchimiste, non. C'est-à-dire que ça, c'est les imageries d'Épinal. C'est pourquoi je vais faire de l'alchimie. On va aller dans la rue, on va dire pourquoi vous aimeriez faire de l'alchimie. C'est sûr qu'il va dire, c'est pour faire de l'or, c'est pour être immortel, c'est pour avoir du pouvoir. En réalité, c'est la solution un peu au désir. C'est Faust un peu. Hein. Mais le vrai, c'est presque un pléonasme, dire le vrai alchimiste. L'alchimiste, eh bien lui, ce qu'il cherche, c'est transmuter la matière en lumière. Point. Mais ce qui veut dire aussi que s'il prend de la matière dans notre univers et qu'il la transmute en lumière, c'est bon non seulement pour la matière, qui cesse de paraître pour être, mais c'est bon pour tout le monde. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'il y a vraiment cette notion de transmission, cette notion d'altruisme qui va être importante. Patrick Buren-Stellas, c'est la deuxième partie, vous l'avez remarqué, et donc nous continuons de parler de la cathédrale de Chartres avec ses écrits, ses guides, avec plan incorporé, s'il vous plaît. Le Mont-Saint-Michel, le voyage intérieur, qui est sorti dernièrement, et puis Chartres, cathédrale alchimique et maçonnique. Juste t'interrompre, tu le sais, nous l'avons dit, n'avons rien à cacher, nous sommes en direct, avec les risques du direct, comme il le disait au temps de la télévision, quand c'était de la vraie télévision. C'est toujours de la vraie télévision. Quand c'était pas des émissions montées, découpées, etc. Il y a des pannes, il semblerait que ce soit reparti, il y a beaucoup d'internautes qui sont branchés, je les ai rassurés, Yann-Éric, en leur disant que tu filmais l'émission. Ah non, c'était en panne aussi. Quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr, ça sera monté le plus vite possible, c'est-à-dire d'ici 4-5 mois, et ça sera mis sur Internet, bien entendu. Bienvenue si le direct est revenu. N'hésitez pas à nous écrire via le Facebook Jean-Claude Carton, Étoile du Cœur, vous connaissez le principe. N'hésitez pas à nous dire déjà que ça marche, et ensuite à nous poser vos questions si vous le souhaitez. Autrement dit, si ça ne marche pas, vous ne dites rien. Et puis, donc on parlait d'or, Patrick Buren-Stellas. J'ai fait de la pub pour vos bouquins. Vous ramenez des deniers incroyables. Vous savez que dans le principe de cette émission, qu'on maintient pour quelques émissions encore, après ça va un peu changer, il y a l'euro-million que nous essayons de trouver. Eh bien oui, tout le monde aurait bien voulu. T'as vu comment il nous fait redescendre de terre. Oui. Et donc, on est humains, on veut tous un peu vivre décemment, même avoir un peu plus de pouvoir, être plus beau, être plus riche. Bon. Et il y a quand même ça dans l'alchimiste, même s'il veut aider son prochain, etc., il veut faire avancer les choses, et Flamel, il a eu des sous quand même. Oui, mais on commence tous des voies pour de mauvaises raisons. C'est celle-là justement. C'est personne ne m'aime, c'est j'ai mal aux pieds, c'est je suis pas bien dans ma maison, c'est mon travail me plaît pas, c'est bon. En réalité, on commence des voies pour fuir quelque chose, pas pour trouver quelque chose. Et c'est vrai ça, parce que quand on cherche Dieu, par exemple, on le suit pas. Non, ça veut pas dire qu'on le cherche pas, et ça veut dire qu'est-ce qu'on appelle Dieu. Moi, je pense que la meilleure manière de le trouver, c'est pas de le chercher. C'est se mettre dans un état où on peut le recevoir. Mais à propos de Dieu, justement, le chercher ou l'attendre, la meilleure façon, c'est de l'attendre, non? Mais s'il veut venir, il viendra. Oui, ça c'est sûr. Nous, on parle pas... Enfin, il y a des alchimistes qui sont religieux, il y a des alchimistes qui sont croyants, mais je pense que tous les alchimistes, au moins, croient en un principe. Après, que ça soit formel et qu'il y ait une conscience derrière, chacun, c'est intérieur, ça. C'est la définition de chacun. Mais... il y a deux choses justement sur cette voie, c'est qu'on commence pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire des raisons mécaniques, des raisons humaines, et puis petit à petit, si ça marche, il se passe quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il y a un vrai phénomène de révélation. D'ailleurs en alchimie, il y a des textes où il y a le DD partout, c'est-à-dire un D entrelacé, c'est le donum Dei. Donc les anciens disaient c'est le don de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme le peintre, il peut être très bon, mais pas être inspiré. Et puis à un moment, il lui tombe quelque chose, il ne sait pas comment c'est venu, il ne sait pas comment il a fait, et puis à partir de ce moment, il se passe quelque chose qui le dépasse. C'est un peu ce qui vous est arrivé quand vous êtes plongé dans l'alchimie, parce qu'au début, vous étiez, donc c'est marqué dans les bouquins, vous êtes scientifique de base. Oui, peu importe, mais de base. Non mais c'est de base, j'entends bien. Non mais encore une fois, et vous êtes très discret sur votre vie, hein. Alors j'ai cru comprendre que vous avez 2 enfants.
Ça, j'ai chopé ça quelque part. C'est vrai, c'est vrai. Mais à part ça, on ne sait pas si vous êtes franc-maçon, vous ne répondrez jamais. Voilà. Ça, j'en compte, c'est pas la peine d'insister, il ne répondra pas. Rosicrucien, encore moins. Musulman, toujours pas. Non, on est très œcuménique. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et voilà. Mais on s'entend pas le du moment qu'il est Patrick Burenchen. Voilà, mais par contre, ça, je reste. Oui, par contre, vous êtes scientifique de quoi? J'ai fait de la physique. Donc savoir la physique des particules, la mécanique des poudres, savoir comment fonctionne. Et vous êtes tombé sur quel bouquin qui vous a donné envie de faire de la chimie parce que vous avez constaté que ça marchait? C'est le bouquin de Jolivet-Castelot, L'âme de la matière. Ah oui. C'est-à-dire quand il dit qu'il y a quelque chose d'impalpable associé à la matière, et que quand on joue sur l'impalpable, ça joue sur la matière. Donc ça, c'était très 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 intéressant. Et qu'est-ce que vous avez fait comme expérience? Parce que les applications, il y a plein d'expériences. Bon, ça naît d'une expérience de physique. Oui. Je sais pas si je vais en la raconter, puisque je l'ai raconté 12 000 fois déjà. Mais... Oh non, on le trouvera sur le net alors, oui. Mais par contre, il y a une autre expérience qui est vraiment intéressante. Oui, de l'inédit, s'il vous plaît. Non, c'est pas vraiment inédit, mais quand on veut fondre notre métal au feu de bois, par exemple, eh bien la température du feu de bois est inférieure à la température de fusion du métal. Donc ça va dépendre de l'expérimentateur. C'est-à-dire que selon l'état de l'expérimentateur, ça fond ou ça fond pas. Tiens. Donc pourquoi, comment, on n'en sait rien, mais on le constate. Donc ça veut dire qu'il y a une interaction entre l'homme et la matière. Donc ça veut dire par là qu'il y a on pourrait dire, un espèce de dialogue, une manière de comprendre la matière, une manière d'apprivoiser la matière. Et on peut dire que la matière qui nous reconnaît comme telle, avec qui on est bien sympathique, c'est le cas de le dire, une vraie sympathie, eh bien il va se passer quelque chose. Mais je veux dire, c'est pas un scoop ça, dans le sens où je prends toujours l'exemple des cuisiniers. Et quand on prend deux cuisiniers qui ont la même formation, qui ont les mêmes produits, on leur dit faites-moi le même plat, ils ne font pas le même plat. Et la question, ça va être quoi? Et justement, il y en a un qui peut faire un très bon plat, puis il y en a un qui va faire un truc, on va tomber de sa chaise quand on va y goûter, et il ne va pas comprendre ce qui s'est passé, personne ne va comprendre ce qui s'est passé, et il pourra dire l'esprit souffle. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors dessus, chacun y mettra ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce qu'il y a une conscience? Est-ce qu'il y a un dessin? Est-ce que c'est reconductible? J'en sais rien. Mais il y a eu l'instant. À un moment, il se passe quelque chose. Et c'est justement très spécifique d'un instant. C'est-à-dire qu'on constate que quand ça se produit, c'est la même chose que le bonheur. On est immobile, silencieux et aligné. Immobile, silencieux et aligné. Je vous ai parlé un petit peu de la trame qu'on trouve sur Internet. C'est une certaine forme de positionnement pour aller mieux, pour s'auto-guérir, hein, c'est ça? Non, pas du tout. Ah là, bien. Et vous en occupez plus, pourquoi? Non, parce que j'en ai fait pendant 12 ans. C'est vous qui avez découvert ce truc? Oui, j'ai inventé cette méthode. C'est quoi? C'est pas du yoga, c'est pas du reiki, c'est pas du tai chi? Non, ça n'a rien à voir. Vite fait, c'est quoi? Vite fait, c'est pas une nouvelle secte? Non, mais non, parce que justement, je suis pas dedans, vous voyez. Comme quoi, je suis un mauvais commerçant. L'idée, c'était de faire une médecine de pauvres. C'est-à-dire faire quelque chose qui permet aux gens d'enquérir d'autres sans aucun accessoire. Rien. Ça va pas plaire à l'ordre des médecins. Bon, c'est pas grave, j'en fais plus. Et c'est pas vrai non plus parce qu'il y a des médecins qui l'utilisent, qui ont suivi. L'idée, c'est donc, grâce à l'autre. L'idée, c'est très simple. C'est si vous avez un corps et qu'il a une forme, c'est que dedans il y a un plan de corps. Si ici j'ai un micro et que ça reste un micro quand je le secoue, c'est que dedans il y a un plan de micro. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a un schéma d'information à l'intérieur qui dit en gros... Qui maintient nos cellules. Voilà, qui dit voilà à chaque cellule, voilà à quoi tu sers et voilà pourquoi tu es là. On pourrait appeler la vie. Bon, on pourrait l'appeler comme on veut. Comme on veut. Et pour une raison ou pour une autre, il peut y avoir altération de ce schéma. C'est genre un caillou sur un tapis. C'est-à-dire que quand je secoue le tapis, l'onde va bien jusqu'au caillou, mais ne va pas plus loin. Non. Et comme les cellules, c'est des animaux autonomes, elles vivent très bien sans moi. Hein. Qui sont programmées. Donc, elles sont programmées, mais d'abord pour leur propre vie, pas forcément pour la cohérence du corps. Elles vous l'ont dit, ça? Elles n'arrêtent pas de nous le dire, hein, sans arrêt, puisque des fois on tombe en morceaux, parce que des fois il y a un organe qui ne fonctionne plus, parce que des fois il y en a un autre qui se crée alors qu'il est en collision avec le corps. Donc c'est des éléments humains qui peuvent mourir comme tout le reste, mais de la... Oui, mais ils peuvent être complètes. Si je prends une poignée de vos cellules... Allez-y doucement. J'ai fait juste le geste, hein, et que je les mets dans un endroit où je les nourris, elles vont très bien vivre sans vous. Hein. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi elles restent. Hein. Pourquoi un jour, on se décompose? C'est mes cellules, monsieur. Ah non, allons savoir. Allons savoir. On peut dire que nous maintenons en cohérence un système stratégique qui, chaque cellule s'est dit, finalement, c'est plus sympa de vivre avec une voisine qu'être tout seul. J'ai plus de chances de survivre. Là, il y a à manger, il y a de la lumière, il y a à boire, il y a tout ce qu'on veut. Pendant un temps. C'est pendant un temps bien plus grand que la cellule qui va vivre toute seule. Donc, on peut imaginer que le corps va fonctionner par stratégie. D'accord. Mais cette stratégie, elle n'a pas forcément de rapport avec celui qui est dedans.
Par exemple, si je me coupe un bras, pourquoi il ne repousse pas? Vous le faites maintenant? Non, non. On parlait de baptême tout à l'heure. Mais il pourrait repousser. Mais il pourrait repousser. Mais par bien contre- sûr, Cinco m'a fait repousser un bras ou un pied, sans Oui. problème. On te coupe un bout de foie, par contre, il repousse. Oui. Et pourtant, c'est au moins aussi compliqué de refaire un bout de foie que de refaire un bras. Oui, alors justement, pourquoi ne repousse-t-il pas? Mais il y a une raison stratégique à ça. C'est-à-dire que si on coupe un bras, Oui. le reste du corps, il vit très bien. Mhm. Par contre, si on te retire un bout de foie, le reste du corps, il meurt. Donc, stratégiquement, le corps va se dire, je vais faire tout ce que je peux pour plutôt faire repousser un morceau de foie qu'un bout de bras. Hmm. Donc, sa stratégie va faire que les organes qui nous sont obligatoires peuvent avoir plus de chances de se renouveler. C'est pas les mêmes que les cellules autres. non plus, c'est des cellules qui se renouvellent, importe. qui sont des classes, Oui, des cellules mais- qui se renouvellent pas. On vient, et encore, on vient dans la stratégie. Elle ne se renouvelle pas pourquoi? Parce que si je changeais le milieu, par exemple, et que je disais maintenant à chaque cellule, vas-y, reproduis-toi, elle le ferait. Hein, Et les cellules souches. je veux dire. Mais ça change rien. Les cellules souches, elles vont se différencier après pour faire quelque chose. Mais pourquoi on n'en fait plus? Pourquoi, par exemple, on ne fait plus de cartilage à un moment? Mais on sait très bien que, maintenant on le sait, si on modifie le milieu, on va refaire du cartilage. Et on le modifie comment? On va le rendre plus acide, par exemple. Ah d'accord, ou on le va- milieu comme ça, oui, Oui, physiquement, oui. d'accord, c'est pas mentalement. Non, D'accord. mais... bon, Alors, après, raconte on la peut- trame. La trame, donc, Donc, explique que tout le corps humain est il y a un maintenu, schéma. comme une cathédrale. Il y a un schéma d'architecture C'est pour ça. tout fonctionne avec le soleil, etc. Bon, C'est ça. et Et donc, quand il y a une altération de ce schéma, l'idée, c'est de dire, on va secouer le tapis, d'accord. selon 3 axes, et en secouant le tapis, ce qui altère le schéma va partir, et l'information va se remettre à circuler. D'accord, je vois l'image, mais alors Voilà. comment vous faites Et bien justement, c'est une séquence de gestes, Ah, c'est oui. 16 gestes qu'on va faire sur le patient, et qui va faire qu'on va le mettre en résonance, c'est-à-dire qu'on secoue le tapis, quoi. Mais c'est du tai En chi. gros. Non, c'est absolument pas ça. C'est du yoga. C'est rien de tout ça, La c'est de natation. la trame. Bernard vient de m'appeler en me disant tu pourrais arrêter de prononcer mon nom à tout moment. Ça s'appelle trame. Bernard Tapie. Bon. Oh là 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 là. Mais à cette Oula. heure-là, il faut faire lentement. Oui, mais Jean-Claude. alors justement, quand tu parles de cellules, moi, cellules, ça m'évoque la prison. Oui, mais c'est vrai que c'est un milieu clos. Ah bah oui, c'est une cellule. cellule fermée. Bien sûr. Bon, vous avez trouvé ces gestes comment? Essai-erreur. C'est-à-dire que avant de faire ça, moi j'ai fait de l'alchimie. Donc j'ai constaté que quand on secouait la matière, eh bien il se passait un certain nombre de choses. Si j'envoie une onde d'un côté sur la matière, par exemple, vous êtes en train de forger une épée. C'est-à-dire que la lame est chaude, elle est rouge, on la pose sur l'enclume et maintenant vous allez prendre votre marteau. Mais vous remarquez quand même quelque chose de fondamental, c'est que vous n'allez pas tout de suite taper sur la lame. D'abord, vous allez taper sur l'enclume. Ding! Donc ça veut dire qu'il y a un son. Un seul ding, s'il vous plaît. Tu vas un seul ding. Et ensuite, je vais frapper. Ensuite, je vais avoir ce son. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le son va courir à l'intérieur de la lame. Forcément. Oui. En plus, elle est molle. Donc, on peut dire que c'est le son qui va rectifier la lame. Donc, c'est aussi important de sonner la lame que de taper dessus. Et c'est normal ensuite que cette épée soit enchantée. Puisqu'on aura cette musique. Oh, je vous retrouve, Patrick Burin. Voilà, mais j'étais pas parti. Ah, voilà. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est beau. Ce que je veux dire par là, c'est que le son, la vibration, peut présider à la forme. D'accord. Bah, dans ce cas-là, on se soigne à coup de vibration. Mais exactement, et on en meurt aussi très bien, c'est-à-dire quand on est soumis à des vibrations, à des infrasons, à des ultrasons, Ouais, notre bien corps mourir, d'accord. va réagir. Donc les 16, il y en a 16. 16 gestes. Oui. Posture, geste. Non, c'est des gestes, et on met les Comment mains faire sur une, quelqu'un. juste comme ça, là, parce qu'on est en vidéo. Bah, on c'est profite. difficile parce qu'il faut être allongé, donc... Bon, ça disons que vous serait, êtes allongé. Allez. Possible. Bon, on pourrait par exemple Oui. mettre une main ici, calée sous les clavicules, et l'autre sous les côtes. Ça serait le premier geste. Ça Une main calée. Mais on ne peut pas le faire pour soi. Ah. Mais Ah, non, parce bon, je vous le qu'on fais. ne peut pas être juge et témoin. C'est-à-dire qu'il faut Mais qu'il y ait c'est du l'autre. magnétisme. Non, c'est pas du magnétisme. Non, mais c'est- n'insistez pas, c'est la trame. Non, c'est... Non, mais c'est Non, mais je vous explique. la C'est- position de main. C'est juste les mains avec un mouvement particulier qui va être ce mouvement. alors continuons. Ah, il y a un Mouvement. Avec un autre, on est Voilà. d'accord. Avec Le un- mouvement, quand l'énergie circule sans résistance dans notre monde, ça circule d'une manière sinusoïdale. C'est-à-dire que vous prenez un tapis, vous pouvez le secouer comme vous voulez, c'est ça. Oui, mais d'accord, tapis, Bernard, ça embête. Donc ce que je veux dire par là, Oui, c'est pas- qu'il va on falloir reprend, on reprend. induire, Oui. donc on va induire justement ce mouvement-là Et faites-le à moi l'intérieur alors que du je corps. m'entraîne. Voilà. Donc on va avoir une main ici, puis on Oui. va avoir une main ici, Oui. et on va induire un mouvement qui va aller dans un sens, par exemple, qui va aller dans ce sens-là. Une sorte de massage. Non, c'est pas un massage. D'accord. Une sorte, j'ai dit une sorte de massage. Non, c'est pas mécanique. Sans contact Il y a un léger contact, mais on peut dire que au début c'est mécanique quand on ne sait pas le faire.
Parce que justement, on imagine que s'il n'y a pas de contact mécanique, ça va pas marcher. Et ensuite, petit à petit, moins on est mécanique, mieux ça marche. C'est-à-dire qu'on va avoir l'intention de mouvement, mais sans le faire vraiment mécaniquement. Et est-ce que ça suggère au patient le mouvement? Suggère, oui, le patient va le sentir. Même si on ne lui dit pas. Non, on lui dit absolument rien. Et il voit quand même? Il peut voir ou il peut dormir, ça n'a aucune importance. On lui demande pas de respirer d'une certaine façon. Rien du tout. C'est ça l'intérêt, c'est que c'est pas un phénomène de suggestion. C'est-à-dire qu'on va pas dire à la personne, il faut que tu fasses ça, faut faire ça, vous devez ressentir ça. Rien du tout. C'est pour ça que ça marche sur les animaux. D'accord. Vous me faites ça pendant combien de temps? Non, je vous fais pas que ça. Il y a la séquence complète. Et ça dure à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc vous me remettez des vibrations? Non, on remet en place, on va y arriver, on remet en place ce schéma de cohérence. Imaginons qu'il y a des tuyaux qui sont déplacés. Ah, vous imaginez, alors oh là, tous mes tuyaux, c'est vous savez. Le but du jeu, c'est que c'est le corps qui va se guérir. Nous, on fait que remettre en place le schéma. C'est pour ça que c'est pas du magnétisme, c'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter quelque chose. C'est vraiment, on remet le schéma comme il était, et comme maintenant le schéma est comme il était, on va avoir un meilleur rendement du corps, et c'est le corps lui-même qui va faire qu'il se passe quelque chose. Je vous dis quelque chose, moi je comprends pas, je suis désolé Patrick, je comprends. Je comprends la pratique, je comprends, voilà, je vois bien, mais je comprends pas en faisant ça pendant plusieurs minutes, d'une façon appliquée, je vois pas... L'exemple du tapis, non mais je peux vous expliquer, ou je pourrais vous le faire voir sur un tapis, c'est que si je prends un tapis, et que je mets les cailloux comme je vous l'ai dit au début. Quand je secoue, l'onde s'arrête aux cailloux. Mais qu'est-ce qui se passe si je secoue plus fort? Les cailloux. Et ben voilà, et ben c'est exactement ce qui va se passer. Et il dit qu'il n'a pas compris. Merci Jean-Claude. C'est l'énergie, vous réharmonisez le corps. Oui, si vous voulez. Ouais, j'ai bon. Non, si vous voulez. Mais l'idée, c'est quelque chose vraiment d'original, dans le sens où quand on dit c'est comme ça, on vient de perdre le bénéfice de l'apprentissage. Okay. Donc c'est vraiment quelque chose de différent, et il n'y a aucune volonté, surtout que ça soit une technique énergétique. C'est-à-dire l'idée, on insuffle de l'énergie à personne, c'est absolument pas ça. Mais alors pourquoi, enfin moi j'en ai jamais entendu parler de cette technique-là. C'est une bonne question à laquelle je ne sais pas répondre. Petit comité, c'est non, il y a rien. Non, ça dépend des pays. Par exemple, mais ça soigne quoi alors? Moi je me demandais les cailloux là. L'idée, c'est de permettre au corps de tout soigner. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive. C'est préventif ou c'est curatif? Les deux sont possibles. C'est-à-dire que ça peut être préventif et ça peut être curatif. Bon, ça va soigner jusqu'à quoi? Le mal de tête simplement? Tout. Nous, on a fait une étude parce qu'on a fait des études. Non, on a fait des études, par exemple, avec l'Université de San Diego, en sciences humaines, sur des dépressions installées entre 3 et 5 ans. Avec une vraie étude, c'est-à-dire qu'il y a une thèse de doctorat qui a été faite dessus, avec des gens qui sont plugués, c'est-à-dire on mesurait la résistivité des cellules, on mesurait la nature chimique du sang, et on s'apercevait qu'il y avait des modifications. Donc il y a des modifications biochimiques qui sont... D'accord, mais le toucher, vous savez, quand on se touche de moins en moins dans cette société, et quand on se touche, ça fait déjà du bien. J'entends bien. Donc, mais ce n'est pas que ça. Non, il y a vraiment cette notion de faire circuler de l'information à l'intérieur. Et l'autre qui vous fait circuler les informations positives, si je puis dire, il se parfaire en le faisant, il récupère des mauvaises ondes. Non, ça pour la même raison que les bonnes et les mauvaises ondes, ça n'existe pas. Mais quand on secoue un tapis, on a les bras qui bougent. Oui, donc ça veut dire que soi-même, il va se passer quelque chose. Oui. Et souvent, ça m'est arrivé de commencer la journée en faisant des séances de tram en étant crevé et la finir en étant très bien. Quand j'en ai eu fait, maintenant j'ai arrêté, mais j'en faisais 11 heures par jour. Donc ça veut dire que il se passait des choses incroyables et que j'y avais pas de fatigue. Donc ça veut dire que nous aussi on a un meilleur rendement. Très bien. Bah, vive le tram, tu vois, j'ai raison de mettre le tram à Paris. Hein. Jean-Claude. Mais je me demande comment les gens savent que vous existez ou que cette technique... Alors comment ça existait? Donc il y a une association qui s'occupe de ça aujourd'hui, dont le site est la Tram, donc il suffit d'aller voir dessus. Alors c'est très encadré aujourd'hui pour pas que n'importe qui fasse n'importe quoi, donc il y a une vraie formation avec un vrai diplôme, avec quelque chose. Et surtout il y a des extensions plus à l'étranger qu'en France, parce que, en France on connaît un petit peu les systèmes, c'est un peu délicat, même s'il y a eu des synergies. C'est-à-dire en disant, quand on fait des trams ou qu'on fait faire des trams, il est hors de question de dire on ne travaille pas avec la médecine, vous arrêtez votre traitement, évidemment on ne fait pas de diagnostic, si ce n'est pas votre métier, vous n'avez pas le droit de le faire, vous n'avez pas le droit de prescrire, mais ça peut être quelque chose
préopératoire ou post-opératoire, par exemple. Donc il peut y avoir une synergie. Par exemple, au Canada, ou aux États-Unis, autres, là, c'est quasiment... au Canada, c'est remboursé par la Sécu, par exemple. Enfin, ce qui correspond. Bon, alors, on n'a qu'à voir sur le site internet pour en savoir un peu plus. J'essaye d'activer parce que, hélas, c'est bientôt la fin de l'émission et il ne faudra pas qu'on oublie l'euro million pour autant. Alors, comment on va faire pour l'euro million, Patrick? Je ne sais pas. Vous, ça vous intéresse pas du tout d'avoir de l'argent? J'en ai suffisamment pour vivre. En tant qu'alchimiste, c'est louche, ça. Non, pas du tout. Non. Je veux dire, l'argent, c'est aussi une liberté, donc on ne va pas dire c'est une mauvaise chose de gagner de l'argent. J'inverse. Vous pensez qu'on pourrait trouver par un procédé quelconque, non pas de l'or, mais les numéros de n'importe quel jeu de hasard? Moi, je pense que le hasard n'existe pas. Donc, par conséquent, si on est capable d'avoir les paramètres qui permettent de trouver, pourquoi pas? D'ailleurs, il y a des gens qui font des martingales. C'est plus simple sur une roulette parce qu'il y a moins de chiffres. Oui. Mais quand même, on arrive à des approximations qui sont intéressantes. Donc, on pourrait imaginer, là on parle d'une manière purement statistique, un certain nombre de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, puisqu'on est quand même à un endroit où on parle de choses bizarres, peut-être que le temps n'existe pas et à ce moment-là, on pourrait voir le futur. On pourrait voir à ce moment-là les numéros qui vont sortir. Et là, ça pourrait être très intéressant. Je sens le bulletin, ça commence à être intéressant. C'est le phénomène de déjà-vu. Oui, ça peut être que dans le cerveau, cette histoire. Aussi, mais pas toujours. Pas toujours. Et puis les médiums et les voyants. Oui, par exemple. Mais vous le en médium, c'est avez suffisant. rencontré des voyants, des médiums, vous en avez consulté? Non, jamais. Jamais. Consulté, non. Et pourquoi? Ça vous fait peur? Non, absolument pas. Vous n'y croyez pas? Ni ça non plus. Je dis, le philosophe cherche la perfection du moment présent. Vous n'avez pas besoin d'un petit voyant de temps en temps? Absolument pas. Aucun désarroi sur le futur? Pas du tout. Ça Mais est-ce que tu as fini d'embêter Patrick sincèrement? Ça m'indiffère un point, vous pouvez même pas savoir à quel point ça m'indiffère. Pas ce qu'il dit, hein. Mais l'idée sur les voyants. Non. Il y a aussi une autre raison à ça. C'est que si on considère qu'on est figurant dans ce monde, donc on est soumis à un avenir probable. Prédestination, d'accord. Oui. Sauf si on est acteur, on s'en fout complètement parce qu'on pourra changer les choses à chaque seconde. Par contre, tu pourrais lui demander s'il a un avis, parce qu'il en sait des choses. Tout à l'heure, en antenne, je lui parlais de ces vierges enceintes. Patrick a été un des rares à me donner une explication tout à fait satisfaisante. Demain, on va parler de TCI, de transcommunication instrumentale. Est-ce que il te semble faisable et possible de pouvoir entrer en communication avec des personnes décédées, c'est-à-dire de pouvoir recueillir leur voix sur des bandes magnétiques? Mais après se pose, ça va plus loin, parce que là on parle de la vie et de la mort, on dit qu'est-ce qui se passe quand on est mort. Plusieurs hypothèses. La première, rien, donc c'est pas notre problème. La deuxième, c'est effectivement, imaginons que notre âme, ça soit un réservoir d'agitation, un réservoir de soufre, puisque pour l'alchimie c'est le soufre, peut-être qu'une vie ne suffit pas à la vider. Et donc, par conséquent, il va peut-être falloir revenir un certain nombre de fois dans un endroit plus dense pour pouvoir vider ce réservoir de soufre. C'est une hypothèse. C'est pour ça que vous parlez de plusieurs âmes avec un seul esprit? Oui, on peut dire que l'âme peut revenir plusieurs fois. Il n'y a qu'un seul esprit. Par contre, les corps sont multiples puisque c'est l'interface qui va permettre à l'âme d'éliminer son agitation. J'aime bien cette hypothèse-là. Les âmes peuvent revenir plusieurs fois. Oui. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que tant qu'elles ne sont pas parties et tant qu'elles ne sont pas revenues, elles sont peut-être dans un espèce d'intermonde. Et que là. Du temps en plus. Oui, mais c'est un endroit particulier, c'est l'endroit où on va quand on rêve toutes les nuits. Parce qu'évidemment, quand on rêve, vous remarquez que vous avez un corps quand même dans le rêve. C'est-à-dire, vous marchez, vous courez, vous serrez des mains, vous voyez. Mais je vous rappelle que vous êtes raide, hein. Ah oui, ça. Donc, oui, du corps. Ah, pardon, excusez-moi. C'est déjà une bonne chose. Non, on va pas s'étendre sur le sujet. Non, oh là. Ce que je veux dire par là, c'est que... pas sur un sujet sensible. Non, oui, il n'y a rien de plus triste qu'un tueur sensible. Voilà. Et donc l'idée, c'est... À ce moment-là, on constate qu'on a deux corps. On en a un qui est raide, qui bouge pas, qui dort, puis on en a un qui fait la fête, qui court, qui bouge. On va dire, oui, mais c'est dans votre tête. Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'on va dans un espèce d'endroit qui serait entre les mondes, pas tout à fait celui-là, pas celui d'au-dessus, et que c'est là où tous les rêveurs vont. Alors ça explique un certain nombre de choses, c'est que vous vous réveillez le matin avec une super idée géniale, en disant « Ah, j'ai une intuition cette nuit », mais ça se trouve, vous l'avez piqué à un autre rêveur, qui lui, dès l'instant que vous avez une idée et que vous rêvez dessus, elle devient disponible à tout le monde. D'accord, mais ça vous l'avez déjà fait ce coup-là, parce que vous en avez parlé avec Jean-Claude Carton. Mais je vais y venir aussi. L'explication, c'était pour répondre à sa question, c'est que si les défunts sont à cet endroit-là,
eh bien, moi qui rêve, je vais être au même endroit. Au même endroit. Par conséquent, je peux communiquer. De multiples demeures dans la maison de mon père. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui font ça, on va les appeler des médiums. Les médiums, ça veut dire entre. On est en train de refaire ton émission, Jean-Claude. Non, pas du tout. Ah si, parce que c'est le même thème là. Alors, on pourrait imaginer des gens, des machines capables... Mais tu peux Tu t'offrir l'as eu 3 heures. tu peux t'offrir 10 minutes de plus, un quart d'heure de plus. Non, techniquement ça va. Non, mais c'est bien parce que l'alchimiste a une vision, un regard un peu différent, j'allais dire, un peu plus aguerri et surtout différent du discernement qu'on peut avoir. Moi, personnellement, la TCI, il y a quelques années, c'est quoi ce truc-là quand on est mort, on est mort. Hein. On va pas venir se faire chier encore avec les vivants. Ça dépend. Il n'empêche que j'avais fait cette expérience avec un avocat, Jean Rigotte, que vous connaissez tous les deux. Un avocat en droit international, son fils est mort dans un accident d'avion. Pour éviter un village, il a précipité son avion parce qu'il n'avait pas d'autre solution. Et on a fait cette expérience. Et il a demandé à ma place. Il s'avère que quand on a réécouté la bande, j'ai bien, d'une part, reconnu la voix de mon père, mais en même temps, il n'y avait que lui qui pouvait dire « Je t'aime toujours, Coco Belleuil ». Quand j'étais gamin, il m'appelait Coco Belleuil. Ah oui, c'est fabuleux. Donc, il y a quand même quelque chose. Alors, est-ce que c'est Jean Riot? Je ne crois pas. Mais Non. est-ce que c'est le bas astral? C'est ce que dit Patrick, c'est dans un autre univers. Mais j'aime bien cette idée d'âme qui reste présente. Oui. Alors, je renvoie à l'interview de Jean-Claude Carton avec Patrick Bernstein à 180 minutes fabuleuses d'or. On a fait mieux, 7 heures. Hein. Oui, dans une autre émission ancienne. Alors, tu voulais que je parle 30 secondes, parce que j'essaie de faire court, parce que le Romillon, il ne faut pas oublier. Des vierges noires, ça c'est fait, mais des vierges enceintes, qu'est-ce que c'est que ça fait? Oui, c'est vrai qu'on retrouve à certains endroits, comme à Bruxelles par exemple, des représentations de la Vierge enceinte. Mais évidemment, on retrouvait ça en christianisme primitif, parce que après, ça la foutait un peu mal, quoi. C'est-à-dire que on a l'opposition entre Ève et entre Marie. On peut dire que Ève, c'est celle qui a refusé la parole, et Marie, c'est celle qui l'a pris. Et donc, par conséquent, elles ne peuvent pas être semblables, elles sont même opposées. Donc, sur Ève, on va insister sur elle va enfanter dans la douleur, elle va être impure. Donc, Marie, elle ne peut pas enfanter dans la douleur, elle ne peut pas être impure. Donc, on va avoir des représentations où on va gommer progressivement cette vision humaine pour en faire vraiment une vision complètement... Donc, les vierges enceintes, c'était plutôt des déesses, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Non, pas du tout. Ça faisait partie quand même du droit canon à l'origine, parce que quand même elle est enceinte, à tel point, c'est que toutes les représentations ensuite, qui sont plus tardives, eh bien, vous pouvez regarder tous les tableaux du Moyen-Âge, quand on présente une vierge, elle est toujours à côté d'un enclos. Parce qu'on a voulu suggérer que c'était une enceinte. Et que c'était une vierge enceinte. Ah non, c'est ça qui m'amuse un petit peu chez vous, Patrick Bernstein, c'est que il y a systématiquement des jeux de mots pour expliquer la chose. La langue des oiseaux, mon cher. La langue des oiseaux, mais ça tient pas si on est chinois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, ça tient pas en transposition directe. C'est-à-dire que si je prends le même mot dans une autre langue, ça ne veut pas dire qu'ils ont la même voix. Et ça ne veut pas dire que sur la voix qui suit, ces mots ne vont pas fonctionner. Par exemple, en chinois, si je veux parler de l'unité, ça va être un trait vertical. Si je veux définir un territoire, ça va être un carré. Et ça, c'est le mot Chine. Et ça s'appelle l'Empire du Milieu. Oui, donc ça veut dire... Oui, mais ça veut dire qu'on a pris un idéogramme, et que cet idéogramme, on n'a pas eu besoin de faire des jeux de mots dessus, parce qu'on a fait un dessin. Ben oui, mais voilà, mais l'enceinte pour la Vierge, ça ne va pas aller avec les Chinois. Non, mais ils se foutent complètement d'un personnage enceinte. Les voies initiatiques qui vont suivre vont être complètement différentes. Oui, mais cette langue des oiseaux, c'est uniquement pour des oiseaux français. Non. Par exemple, en anglais, où les Anglais vont suivre une voie plus de chevalerie, et ben ça va marcher, mais sur d'autres mots. D'autres mots. Par exemple, quand on dit à quelqu'un réveille-toi, on va lui dire wake up. Et wake up, c'est le chemin de la coupe. Donc pour la quête du Graal, c'est pas mal. Alors, or, par exemple, en français, ça fait gold. Oui, mais... Alors, gold, ça fait God avec une L. Mais ça peut. On pourrait trouver des significations L, comme ça. Pas, en anglais, c'est wing. Non. Alors, mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Non, ça fonctionne pas. On peut pas... Mais si, ça fonctionne. Mais on peut pas prendre un mot dans une langue pour l'utiliser en transposition directe. Par exemple, en anglais, c'est pas sur l'or qu'on va s'accrocher, mais sur la beauté. Et la beauté va être complète. Enfin, on nous montre l'unité, c'est le beautiful. À ce moment-là. Et quand quelqu'un n'est pas là, c'est le nobody. Donc on a vraiment cette notion du corps, cette fois, ce corps qui va avancer. Full ou no. Alors,
comment vous feriez, vous, pour trouver les bons numéros de l'euro-million en tant qu'alchimiste, mais aussi en tant que personne très intelligente, plus intelligente que moi? Bah, c'est-à-dire qu'en ayant une... Merci de m'avoir contredit. Non, j'en ai pas dit. Personne n'a rien dit. Là. Parce qu'il va falloir vous y coller d'une façon ou d'une autre. Je sais même pas comment ça marche. Alors, 5 numéros d'envoyer les grosses cases, 5 numéros, et dans les étoiles du cœur, 2 numéros. D'accord. Comment vous allez faire? Au hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais justement, donc j'ai autant de chances de trouver en le faisant au hasard. Concentrez-vous, c'est pour ce vendredi qui vient. Déjà, si je tenais compte des statistiques, je ne jouerais pas. Sachant que le 8 de 50. En sachant que j'ai plus de chances de me faire écraser en traversant la rue que de gagner à l'euro-million. Oui. Donc, je ne prendrai pas le parti de jouer et j'utiliserai mon énergie à autre chose. C'est pour ça qu'il faut parler des voyants et des médiums, parce que... Oui, beaucoup de voyants gagnent le... Non, mais beaucoup prédisent l'avenir. Pas forcément le numéro du loto, même très rarement. Mais alors pourquoi? Mais ça serait intéressant. C'est quand même très dommage. Oui, c'est très dommage. C'est à réfléchir. Alors, je dis toujours... Parce que moi, je veux bien aller en voir et payer 150 € pour en gagner 15 000. Hein. Tu l'as pas fait. Mais tu sais, il y a toujours quelque chose à faire, c'est sonner à la porte, et si on me demande qui c'est, il faut pas y aller. C'est facile. Mais pourquoi se priver des choses faciles? Restez concentré, monsieur Bernstein. Alors je vais faire au hasard, hein, vous m'en voulez pas. Il n'y a pas de hasard. Je vais essayer de faire bonjour ça. Madame Rose, bonjour Madame Rose, bonjour Madame. Bonjour Monsieur Carton. Voilà, je vous appelle pour vous dire que j'allais raccrocher. Vous le saviez ça? Oh, Madame Mirma alors. Donc j'ai fait 5 et j'ai 2 en bas, c'est ça? Très bien, dites donc, vous êtes concentré en quoi que ce soit? Pas du tout. Non, c'est juste pour mettre dans les cases. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, c'est déjà ça. Je vous tiens au courant si vous avez gagné. Ouais, on sait jamais. En vous appelant des Seychelles. Tu ne dis rien du tout. Oui. Si nous gagnons, nous gardons tout. On termine donc avec Chartres, si vous êtes d'accord. On avait parlé de la pierre de décharge, on a parlé du labyrinthe, bon voilà, il y a qu'à le suivre, et puis on arrive au centre, et c'est comme les mandalas, il faut se centrer, tout est dans le cœur, mais pas le cœur physique, bien entendu, quoique aussi. Voilà, ça c'était court, tranquille. Il y a la pierre de charge aussi, et cette pierre, ma petite femme. Pierre d'équilibre. Pierre d'équilibre. On l'a pas trouvé. Alors, elle est en photo. On s'est battus tous les deux. Elle est en photo. Elle est sur le guide, là, sur le plan. On l'a jamais trouvée. On a des petits vieux qui sont approchés de nous. On a un quart de japonais qui commence à nous regarder, à nous photographier. On est en train de essayer de retrouver ce fameux carré dans la projection, dans le prolongement, du labyrinthe. Pas trop. C'est qu'ils l'ont retiré. Non, s'ils l'ont retiré, c'est sur le montant central de la porte d'Occident. Quand on rentre. Dès qu'on rentre plein ouest, bah, tout de suite, on est entre les deux tours. On est entre les deux tours. Oui. Donc c'est l'entrée. C'est le hall d'entrée. C'est l'entrée principale. Au milieu des deux grandes immenses portes. Et là, au sol, sur la travée centrale, il y a les boutiques sur le côté, et il y a la crypte de l'autre côté. C'est là. Voilà. Et c'est là où? Parce qu'il y a 36 000 pierres. Non, il y en a eu. Bah, vous avez la photo, c'est pour ça que j'ai mis une photo. Justement, mais la photo, mais on y était dimanche, Patrick, on l'a jamais trouvé. La prochaine fois il faut faire combien de pas? On se met au dos devant la porte centrale. Et on fait combien de pas? Je sais pas, moi, 15 pas peut-être. 15 pas en direction du cœur. Voilà. Ouais. Tout droit, donc sur la centrale. Et c'est une pierre carrée pour mettre juste 2 pieds, genre pointure 45. À peu près, oui. À peu près, ça fait 40 cm, voilà, à peu près, de large, 40 sur 40, 2 mains. 40 sur 40. Ouais, et là, quand on est sur cette pierre d'équilibre... Voilà, alors c'est là où toute la cathédrale se décharge. La cathédrale fonctionne comme une machine. On peut dire que quand on a fait ce chemin et qu'on a terminé par le labyrinthe qui est finalement un escalier, mais qui ne monte pas dans l'espace, qui monte un peu, qui nous met en accord avec le lieu, ce qui veut dire que maintenant on est en accord avec la cathédrale. Et on constate que la cathédrale fonctionne comme un violon, c'est-à-dire qu'elle est frappée par les vagues du monde, on a l'énergie qui arrive par le dessous, donc elle se remplit quelque chose. Donc, ça veut dire que quand on est à cet endroit-là, et dans la bonne résonance, et quand on va ouvrir un point très particulier, qui est soit le point de gorge, soit le point qui est sur la nuque ici, eh bien la cathédrale va se décharger à l'intérieur. Voilà. C'est comme dans un autre principe, peut-être, je ne sais plus lequel, énergétique, il faut rentrer par une porte dans les églises et toujours ressortir par une autre. Bien sûr. Il ne faut jamais faire l'aller-retour avec la même porte, parce que c'est quoi, des symboliques? Non, c'est pas du tout symbolique. Il y a des raisons symboliques, mais aussi il y a des raisons où, quand on rentre dans une cathédrale, on monte. On monte pas dans l'espace, mais on monte dans la résonance, dans la musique.
Ce qui veut dire que revenir en arrière ou revenir par la même porte fait que on va redescendre, quoi. D'accord. Il y a bien d'autres choses à découvrir dans ce guide Le Mont Saint-Michel et puis Chartres cathédrale. Pour terminer avec Chartres, si ma petite femme est d'accord, on ne va pas non plus expliquer ce fameux clou Saint-Jean. Oui, et si personne ne le connaît en nous écoutant, et ça vaut le coup de se renseigner et de le voir sur place. C'est magnifique. Et plein d'autres choses. C'est un joyau, c'est un navire fabuleux. Désolé, il y avait beaucoup de questions, mais alors il y a Philippe qui a écrit, qui a demandé plusieurs questions. J'en élimine deux qui n'ont rien à voir avec cette émission. Par contre, la troisième question est intéressante. Quel est le rôle des poupons dans la représentation alchimique? Alors beaucoup, mais là, je veux dire, la soirée va pas... Des poupons, des bébés. Va suffire, oui. On dit que l'alchimie, c'est travail de femme et jeu d'enfant. Donc on va avoir cette représentation, l'enfant naissant, qui est plus beau que ses deux parents. C'est vraiment la pierre des philosophes. Donc à chaque fois qu'on va voir cet enfant qui naît, joufflu, joyeux, au sens très intéressant d'ailleurs, d'étymologie de joyeux, il est jovial, jovien, Jupiter, qui va donner encore cette histoire de foudre. Donc on va avoir cette représentation dans les textes alchimiques, on en voit beaucoup, le massacre des innocents par exemple. Aussi, d'accord. Et dites donc, ça recoupe ce qu'on disait au début de l'entretien, Bien sûr, oui. C'est-à-dire que nous sommes alchimistes tous, et nous créons la vie, ne serait-ce que par la procréation. Oui, bien sûr, donc c'est pas rien, mais nous on essaye d'effacer l'univers. Et une autre question qui est revenue à plusieurs reprises, et maintenant d'internautes différents, je ne sais pas comment ils font, ils n'ont pas pu voir, mais ils posent quand même des questions, je trouve ça sympa, ça veut dire qu'ils sont bien là, bien présents. Y a-t-il un rapport entre les lettres hébraïques et l'alchimie? Disons qu'il n'y a pas de rapport direct, mais disons que les lettres hébraïques et la Kabbale qui est derrière est une autre voie. Mais il peut y avoir des collisions dans cette voie. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des lettres hébraïques pour expliquer des principes alchimiques. D'accord. Par exemple, il y a 3 lettres mères, le Aleph, le Mem et le Shin, et il y a 3 principes, le sel, le soufre, le mercure. Et il se trouve que ça colle bien. C'est-à-dire que le Shin, c'est le principe masculin, et ça va correspondre au soufre. Le Mem, c'est le principe féminin, et ça va correspondre au mercure. Le Aleph, qui est la première lettre, celui qui scelle le haut et le bas, ça va correspondre au sel. Donc on va trouver des choses. Et après, on va déboucher sur des scènes bibliques qui sont traduites d'une manière alchimique. Par exemple, celui qui guide le peuple, c'est Moïse. Mais pourquoi il s'appelle Moïse? Parce que son nom est fabriqué avec les deux natures, c'est-à-dire le Shin, partie masculine, et le Mem, partie féminine. Le Mem Shin, ça fait Moïse. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Moïse. Et celui qui guide, c'est celui qui possède les deux natures. Et Shin, S-H-I-N, en tibétain, signifie l'âme. Voilà, et l'âme, c'est ce qu'on a dit, c'est l'agitation, c'est le feu, bien sûr. Mais on le retrouve aussi, tu sais, chez Shiva. Aussi, oui. Même musique, Shiva, qui est le dieu du feu, et dont le symbole est un trident, et la lettre Shin se représente comme ça, c'est-à-dire comme la forme. Il y a des informations qui concordent avec différentes cultures différentes, courants et cultures, mais de temps en temps, ça va pas, ça colle pas. Non, mais le but, c'est pas que ça colle à chaque seconde, c'est qu'il y ait des choses qui... C'est un peu comme une rivière, est-ce qu'elle coule partout? Il y a des tas d'endroits qui restent secs. Mais il n'empêche que si on est capable de corréler à un endroit et de remonter jusqu'à la source, c'est quand même intéressant. Tout à fait. On a essayé de remonter un petit peu sur la source de l'alchimie, mais surtout de connaître un peu plus Patrick Burensteinas. On va connaître les numéros de Jean-Claude Carton en off, parce que puisqu'il n'y a pas de direct, ça sert à rien qu'on les donne, puisque c'est pour le vendredi du 14 mars. Mais on les jouera, et puis on tiendra informé sur la page si on a gagné ou pas. J'ai une bonne nouvelle. Ça marche? Non. Les apparitions de la Vierge Marie, c'est... petite question là comme ça en rab, en PS. Vous y croyez pas? Encore une fois, je prends rien. Non, mais vous d'accord, mais ça existe, ça n'existe pas? Tout est possible, c'est seulement plus ou moins probable. Je vais rebondir sur autre chose. La crucifixion, ça s'est jamais fait en faisant des trous dans la main. Non. Parce que ça tient pas. Et pourtant, les gens qui font des stigmates, ils ont des trous dans la main. Oui. Donc, c'est un événement extraordinaire, mais pourtant qui correspond à rien du tout. Oui. Ça veut dire que les gens, à travers leurs croyances, ont manifesté quelque chose. Et leur foi. Et leur foi, bien sûr. Donc, plusieurs hypothèses. Le foie qui se construit si on prend un bout, c'est ça? Soit, c'est une projection de quelqu'un qui croit en quelque chose, rien ne s'y oppose. Première hypothèse. Ouais. Deuxième chose, c'est un archétype.
C'est-à-dire que la croyance combinée d'un certain nombre d'individus finit par créer quelque chose qui peut réellement se manifester. Un égrégore? Non, un archétype. L'égrégore, c'est une énergie commune, mais qui n'a pas d'action. Par exemple, si on dit on pense tous à l'unité, ça c'est un égrégore. D'accord. Mais si on dit maintenant on va tous prier Saint-Michel, ça c'est un archétype. Ah bon, tiens donc. L'archétype, il est manichéen en plus, c'est-à-dire qu'il fait ce pourquoi il est fait, et il a une tête dépendant des croyants. Et c'est pour ça justement que la représentation de la Vierge change avec le temps. Puisque évidemment, comme quand ça arrive dans des contrées différentes, les gens s'identifient, et même les apparitions peuvent être quelque chose qui va dépendre de la croyance des gens. Ce qui ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas quelque chose. Parce qu'on pourrait imaginer, dernière hypothèse, que c'est vrai, et que ça s'habille d'un archétype, dépendant des croyances. Je laisse ça au choix de chacun, rayer la mention inutile. Il y a peut-être d'autres mentions aussi, puisqu'on parlait des rêves, c'est peut-être aussi encore un autre univers que certains perçoivent. Oui, mais enfin, au Liban, quand des milliers de personnes voient l'apparition de la Vierge sur les toits... Et même à Fatima, mon chéri. Medjugorje, on pourrait en discuter aussi. Mais n'oublions jamais, derrière tout ça, et il y a quelque chose de très humain qui est l'argent. Le fric, la thune, il y a une récupération. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a une récupération, d'accord. Mais il y a aussi l'amour de la Vierge qui transparaît en premier. Dans les messages, c'est plutôt ça. Amen. Merci Jean-Claude, merci Laetitia, merci Patrick Buren-Steinas. Merci à vous. Chartres, cathédrale, alchimique et maçonnique et le Mont Saint-Michel. Le voyage intérieur aux éditions Trajectoire et d'autres à venir. Bravo, bonne continuation. On va faire tout ce qu'on peut.